bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous suivre comme chaque lundi sur notre chaîne YouTube et surtout sur notre chaîne Facebook Science et Nutrition. Alors aujourd'hui, on vous parle de la chlorelle. Que dit la science? Alors la chlorelle a été découverte en 1890 par un biologiste hollandais. Pour une fois, on ne vous parle ni de la France ni de la Belgique. La richesse de ces nutriments et sa capacité à se multiplier rapidement ont vite suscité l'intérêt des scientifiques. Alors, c'est durant la Première et la Seconde Guerre mondiale qu'un microbiologiste allemand a mené une expérience en visant à nourrir en fait toutes les troupes avec la chlorelle. Et c'est donc au lendemain de la guerre, de cette Deuxième Guerre mondiale, que les gouvernements des pays industrialisés ont considéré que la chlorelle pouvait être un super aliment à haute valeur ajoutée et pouvant même éliminer, disait-il, encore fallait-il le vouloir, la faim dans le monde. Alors, bonsoir Amine, de quoi est composée cette chlorelle? Voilà la première question que je te pose ce soir. Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Donc la chlorelle, une algue, c'est une algue verte. Mhm. Sa composition, c'est comme tu le disais, donc c'est très riche en nutriments et donc c'est déjà très riche en protéines. 50 à 60% à peu près de protéines, si c'est, on va dire, de la chlorelle de bonne qualité. Mhm. Parfois c'est moins. Ça contient, comme une bonne partie des algues aussi, tous les acides aminés essentiels. Essentiels dans le sens où on ne peut pas les synthétiser. Donc, ces acides aminés qu'on trouve en général pas dans leur totalité ou pas en quantité suffisante dans les végétaux en général et qu'on trouve beaucoup plus dans les aliments d'origine animale. Et ici, on les retrouve dans la chlorelle et dans d'autres algues comme la spiruline, par exemple. Euh, et comme tu disais, donc c'est assez riche en nutriments. Donc on a une large gamme de nutriments, principalement de la B12, du fer, de la vitamine C et des antioxydants sous forme principalement de caroténoïdes. Mhm. Donc zéaxanthine, lutéine, bêta-carotène, alpha-carotène, etc. Et puis on trouve aussi un petit peu de minéraux, d'oligo-éléments, de métaux, de vitamines du groupe B, les autres vitamines du groupe B, la vitamine B9, la B1, la B2, etc. Et chose aussi intéressante, on trouve dans la chlorella également des oméga 3, euh, sauf que ce sont des oméga 3 bioactifs, donc des EPA notamment. Mhm. Donc, et bien sûr, on trouve aussi les précurseurs parce que l'acide alpha-linolénique, qui est le précurseur des oméga 3 DHA et EPA bioactifs, donc on trouve le précurseur puisque en fait cette algue transforme tout simplement l'acide alpha-linolénique en EPA, donc forme bioactive des oméga 3. On trouve principalement des EPA, un petit peu de DHA et un petit peu de précurseurs. Aussi, ça serait également une source de fibres alimentaires, bien que la chlorella qu'on a dans les compléments alimentaires, c'est pas très riche en fibres pour une raison simple, c'est qu'on on prend pas de la chlorella sous forme de complément alimentaire pour avoir une quantité de fibres Mhm. suffisante. Donc là, c'est plus les autres nutriments, les principes actifs et tout ça qu'on cherche. Et à ce moment-là, on élimine un maximum de fibres pour pouvoir avoir un maximum de principes actifs dans les gélules, les comprimés, etc. Donc ça, c'est globalement la composition de la chlorella. Et puis on peut rajouter, puisqu'il s'agit d'une algue verte, on peut rajouter aussi la chlorophylle qui donne l'aspect verdâtre à cette chlorella. Donc, on va dire, un des constituants les plus importants et on peut le classer aussi avec les antioxydants, donc avec les autres caroténoïdes aussi. Alors, est-ce que tu peux nous parler maintenant des différentes applications, justement? L'une des applications pour laquelle la chlorella est très connue, c'est la chélation. Mhm. Alors, on pense souvent qu'il s'agit de chélation de métaux lourds uniquement, mais pas uniquement, et pas tous les métaux lourds d'ailleurs. Mais une partie des métaux lourds, on va dire une bonne partie des métaux lourds, peuvent être
chélatée par le contenu de la chlorella. Donc, en tout cas, la chlorella peut aider dans ce sens-là. Il ne s'agit pas uniquement d'utiliser la chlorella parce que sinon, ça serait moins efficace, voire pas efficace du tout. Il faut combiner avec d'autres nutriments, d'autres choses. Mais globalement, on peut parler d'une chélation ou d'une aide à la chélation un peu à large spectre sur les métaux toxiques, y compris certains métaux lourds comme le plomb, le cadmium, le mercure. Ça, c'est ce qui est documenté dans les études. Également, on peut parler aussi d'un effet antitoxique contre certains composants, on va dire, polluants, comme les dioxines. Les dioxines sont bien connus, c'est des organochlorés de structure aromatique qui sont toxiques. C'est des polluants en fait et des perturbateurs endocriniens qui s'accumulent dans l'organisme. Et d'ailleurs, on en trouve notamment dans les graisses animales, puisque les animaux consomment tout un tas de nourriture un peu polluée de nos jours. On trouve dans leur graisse stocké ce type de dioxine-là, ces polluants. Et donc, la chlorella permet justement de protéger le foie et un peu les autres organes contre ces dioxines et permet aussi de diminuer le taux de dioxine. Ça, c'est des études qu'on a chez l'animal, chez le rat, qui montrent cela et le mécanisme, je suppose que c'est le même et donc on aura à peu près la même chose chez l'humain. C'est pour ça qu'on parle maintenant de cet effet on va dire antitoxique. Pour moi, c'est plus un effet antitoxique qu'un effet chélation parce que même sur les métaux lourds, on trouve des études qui montrent que la chlorella non pas seulement aide à la chélation de certains métaux toxiques, mais aide aussi à protéger, entre autres les études qui existent, le foie contre les effets délétères de ces métaux toxiques. Par le biais du fait que ça contient des antioxydants, entre autres. Et donc, en parlant d'antioxydants, donc la chlorella a un effet ou une activité antioxydante très importante par le biais des caroténoïdes que ça contient. Ça ne contient pas de polyphénol. On connaît souvent donc cette activité antioxydante très puissante des polyphénols, mais là, on a une activité antioxydante comparable à celle des polyphénols, mais par le biais des caroténoïdes, comme je disais au début. Donc, on a entre autres donc les caroténoïdes bêta-carotène provitamine A, donc lycopène, lutéine, etc. La chlorophylle aussi, qui contient aussi donc des composants antioxydants, notamment la phycocyanine. Et on a aussi la vitamine C, puisque la chlorella contient aussi un peu de vitamine C, donc qui est un antioxydant important aussi. Et dans ce même sens, dans cette même activité antioxydante, on peut parler aussi de cet effet sur les AGE. Les produits finis de la glycation avancée, on peut dire, quand on parle d'effet antioxydant, c'est plus l'effet sur le stress oxydatif et le stress nitrosatif. Et l'effet aussi, on peut parler d'un éventuel effet aussi antiglycant contre la glycation. Et dans ce sens-là, bon, il y a quelques chercheurs qui s'interrogent sur un éventuel effet anti-âge de la chlorella, mais rien n'est confirmé, c'est juste des hypothèses aussi. Ça, c'est, on va dire, ce pourquoi la chlorella est le plus connue. Je ne parle pas ici par la connaissance chez le grand public, mais plus des études scientifiques. Maintenant, on a d'autres effets d'une autre nature, on va dire. Des effets sur le métabolisme des macronutriments, donc principalement des lipides et du glucose. Donc, on a vu par le biais de quelques essais cliniques, il n'y en a pas beaucoup, mais on a quelques essais cliniques sur l'effet de la chlorella, l'effet intéressant de la chlorella sur l'hypercholestérolémie et l'hypertriglycéridémie. Apparemment, l'hypothèse qui est posée, c'est ça pourrait être par le biais des antioxydants que ça contient des caroténoïdes et de la vitamine B3. Sur la glycémie, effet très intéressant aussi de baisse de la glycémie, entre autres une étude clinique là qui
utilise la chlorella à quelques grammes, si je me souviens bien, à 4 grammes, et fait pendant 12 semaines, effet sur la sensibilité à l'insuline bien améliorée, plus une baisse de la glycémie également. Et si je me souviens bien, c'est une étude qui a été faite chez les patients atteints de stéatose hépatique non alcoolique. Donc ça, c'est par rapport, on va dire, à l'effet principalement sur le métabolisme des glucides et des lipides. On peut avoir aussi un effet sur la tension artérielle. En tout cas, quand je dis on peut avoir, ça reste encore entre des parenthèses parce qu'on n'a que 2-3 études cliniques là-dessus, toujours avec un dosage, dans l'une des études, un dosage de 4 grammes par jour sur 12 semaines. On a constaté une baisse à la fois de la tension artérielle et de la rigidité vasculaire aussi. Ce qui est très intéressant. D'habitude, on a une baisse de la tension artérielle. C'est pas une baisse très importante à la pression artérielle, mais d'habitude, on a une baisse de la tension artérielle sans pour autant avoir un effet sur la rigidité vasculaire. Là, on a les deux. Et donc, on peut supposer que l'effet de la chlorella pourrait être, encore une fois, d'autres études sont nécessaires pour le confirmer, mais ça pourrait être un effet plus protecteur des vaisseaux qu'un effet antihypertenseur globalement. Et les hypothèses émises ici, c'est son contenu en arginine, entre autres, son contenu en potassium, par exemple, en oméga 3 et tout ça. Je me permets, quand j'entends la composition, et on entend beaucoup aussi parler dans le milieu sportif. Je suppose qu'elle marque un intérêt quand même assez grandissant, non? Oui, oui, bien sûr. Alors, dans le cas du sport, ce qui existe comme étude clinique, c'est, j'ai en tête une étude clinique sur 4 semaines. Sur des sportifs, donc c'est pas des sportifs de haut niveau, mais on va dire des sujets entraînés à 6 grammes par jour de chlorella. Et là, on a une augmentation de la saturation en oxygène au niveau des poumons, ce qui est un marqueur important en physiologie de l'exercice, d'endurance aérobie. Et ça, l'hypothèse on va dire la plus plausible ici, c'est le contenu toujours en acide aminé, surtout en acide aminé branché. Donc le isoleucine, valine, qui sont connus plus chez les bodybuilders et la force musculaire, les sports de force musculaire, mais il y a beaucoup d'études qui vont dans le sens qui démontrent que les acides aminés branchés ont aussi un effet surprenant sur l'endurance et sur le fonctionnement des mitochondries et aussi sur la structure des muscles rouges impliqués dans l'endurance. Donc oui, c'est une très belle application de la chlorella chez le sportif, c'est justement sur l'endurance aérobie. Et l'endurance aérobie, ça ne concerne pas uniquement, comme on peut le croire, les sportifs d'endurance, les coureurs de fond, de demi-fond, les cyclistes et tout ça. Ça peut concerner tous les sportifs en réalité, parce que ceux qui ont une spécialisation dans des disciplines d'endurance, ça sera donc bien pour eux, mais ceux qui ont plus une spécialisation sur des sports d'intermittence, sport collectif, sport de combat, etc., et des sports de force, là, ça serait donc l'endurance serait plutôt un moyen de récupération pour éviter les blessures et tout ça. Donc, et d'ailleurs, tous ces sportifs-là, qui sont donc des sportifs de force ou d'intermittence, ils commencent toujours leur saison sportive par des entraînements aérobies pour préparer l'organisme. Donc, ça peut convenir à tout type de sportif. Maintenant, à voir comment utiliser, quand utiliser, etc. Et bien sûr, à quoi combiner toujours chlorella toute seule pour un sportif, ça sera pas aussi efficace. Et donc, ce que je voulais aussi expliquer par rapport aux effets de la chlorella et aux applications. Donc, on voit bien qu'on a vraiment une large gamme d'applications de la chlorella, entre autres, par exemple, sur l'immunité.
amélioration de la synthèse des anticorps, par exemple, augmentation du taux des NK, par exemple, optimalisation de la réponse inflammatoire, par exemple. Vous voyez, et donc tout ça, c'est des essais cliniques qui sont faits sur des durées entre 4 et 8 semaines à peu près. Ce qui est pas mal sur le système immunitaire. Et d'ailleurs, le système immunitaire concerne aussi les sportifs également. Il y a beaucoup d'adaptations du système immunitaire qui se font chez les sportifs et qui ne se font pas chez les personnes non sportives. Donc, il y a également apparemment une éventuelle application sur certaines maladies respiratoires de type bronchopneumopathie obstructive et asthme également, parce que ces maladies-là ont plusieurs voies métaboliques ou concernent plusieurs voies métaboliques qui sont un peu déréglées, entre autres le stress oxydatif, l'inflammation, l'histaminose, des régulations aussi qui passent par le système nerveux autonome. Et donc, la chlorella peut au moins apporter cet effet sur l'effet antioxydant, entre autres, et l'effet anti-inflammatoire aussi, par son contenu. Et puis, quelques ébauches, on va dire, d'applications à suivre et à voir parce qu'on n'a pas encore toutes les données là-dessus, sur la santé oculaire, notamment par le biais de son contenu en caroténoïdes, comme vous le savez, donc la lutéine, la zéaxanthine, peuvent être très intéressantes pour la santé des yeux et entre autres pour la prévention ou la protection contre la dégénérescence maculaire. Des effets, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des effets aussi sur le foie, protecteurs apparemment du foie, mais ça j'avais déjà expliqué que donc par le biais de cet effet entre autres antioxydants et l'effet d'aide à la chélation des substances toxiques, donc on pouvait protéger le foie, mais là on constate dans certaines études une amélioration carrément des enzymes hépatiques, notamment chez les patients atteints de maladies hépatiques de type cirrhose, par exemple, ou comme j'ai dit, stéatose hépatique non alcoolique. Aussi, enfin, il y a tout un tas d'autres applications, mais qui sont moins intéressantes selon moi parce qu'il n'y a pas suffisamment d'études là-dessus, comme par exemple des effets sur le syndrome métabolique apparemment, des effets aussi sur le syndrome prémenstruel aussi, etc., etc. Alors, tu nous parles beaucoup de chélation, et on en a parlé tout à l'heure. Quelles sont les combinaisons intéressantes avec d'autres nutriments, justement, pour la chélation? Oui, enfin, justement, puisque c'est l'application phare de la chlorella. Donc, ce qu'on peut combiner avec la chlorella, c'est tout ce qui permet d'aider justement à cette chélation. Donc, après, les protocoles de chélation sont un peu complexes et parfois il y a des spécificités d'un métal toxique à un autre, d'un métal lourd à un autre. Mais globalement, ici, on n'a pas le temps de tout détailler, mais on va dire qu'on peut associer, par exemple, de l'acide alpha-lipoïque, du malate, par exemple. Malate de magnésium est excellent dans ce sens-là. Pourquoi pas aussi du citrate. Le malate et le citrate ont des effets qui sont plus ou moins similaires dans l'aide à la chélation. Le glutathion ou un précurseur du glutathion, le N-acétylcystéine aussi, peuvent être intéressants par le biais de cette enzyme, la glutathion S-transférase dans la phase de la détox qui peut aider aussi. Quoi d'autre? On a aussi toutes les plantes diurétiques, cholagogues, cholérétiques qui sont intéressantes puisque après chélation, la chélation est un processus un peu différent, on peut souvent le confondre avec la détoxification, or ce sont biochimiquement parlant de processus différents. Donc après chélation, on peut détoxifier dans certains cas, le cas des métaux lourds par exemple. Et puis après la détoxification vient l'élimination. Vous voyez, donc c'est des processus qui sont en rapport les uns avec les autres et qui viennent dans un certain ordre, mais qui ne sont pas les mêmes. C'est des processus différents. Donc on peut imaginer une amélioration, comme je dis, de la chélation
par certains composants, une amélioration de la détoxification par d'autres composants, une amélioration de l'élimination aussi par d'autres composants. Et dans ce dernier cas, donc les plantes diurétiques, cholagogues, cholérétiques, etc. Donc tout ce qui est pissenlit, chardon-marie, etc. Donc ça, c'est des plantes qui sont intéressantes pour l'élimination et donc pour l'aide à la chélation également. Il y a aussi un composé ou un composant dont on avait parlé il n'y a pas longtemps, la shilajite également, avec son contenu en acide fulvique, où là, apparemment, ça pourrait avoir sur certains métaux toxiques aussi une aide à la chélation. C'est pas des études maintenant de très très bonne qualité dans ce cas-là, c'est des études in vitro, mais ça reste quand même ça reste des études qui montrent certaines choses intéressantes qui pourraient faire penser que la shilajite pourrait être intéressante aussi. Et donc, le but ici, c'est pas d'utiliser l'un ou l'autre, c'est de combiner un maximum de ces choses-là dans un protocole, au sein d'un protocole. Parce que il s'agit pas de donner ça juste comme ça, on donne le tout, on prend en même temps toutes ces choses-là en même temps et espérer que ça fonctionne. Et il faudrait quand même une certaine organisation, un certain protocole pour que, je ne dirais pas pour que ça fonctionne, pour espérer que ça fonctionne. Oui. On en parlait justement avec le graphène, je pense qu'il y a une semaine ou deux. Exactement, tout à fait. Tout le monde connaît le nom maintenant, ce nom-là qu'on ne connaissait peut-être pas il y a quelques années. Mais voilà, on ne peut qu'espérer. Si ça ne fait pas de mal, ça peut faire du bien. Alors, les différentes précautions d'usage, les contre-indications et éventuellement les interactions médicamenteuses, quelles sont-elles? Alors, parfois, pour donc les précautions d'usage, on a parfois quelques effets secondaires. C'est des effets principalement qui sont situés dans le tube gastro-intestinal, donc des inconforts abdominaux, nausées, gaz, parfois des selles vertes. Donc, ça prend la couleur de la chlorella. Parfois des crampes d'estomac aussi. Donc, ça, c'est. Et puis, on peut avoir aussi des signes qui sont extradigestifs. Et c'est le signe principal extradigestif, c'est l'augmentation de la sensibilité aux rayons solaires, la sensibilité de la peau aux rayons solaires. Donc là, il faudrait. C'est pas chez tout le monde, hein, c'est même assez rare, mais chez des personnes qui auraient déjà à la base une sensibilité de la peau qui soit un peu exagérée, quand ils prennent de la chlorella, il faudrait faire attention à ne pas trop s'exposer au soleil ou alors il faudrait bien se protéger. Et puis également, donc, souvent on dit que au cours de la grossesse, on n'a pas grand-chose à prendre. La chlorella, en général, est jugée comme sécuritaire pour la grossesse du moins jusqu'à la 28e semaine de grossesse. Après, pour l'allaitement, il n'y a pas d'informations claires là-dessus. Donc, là, je préfère dire qu'il faudrait éviter, mais ce n'est pas parce que c'est toxique ou que ça a été prouvé comme étant toxique, c'est juste parce qu'il n'y a pas suffisamment de données là-dessus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, mis à part les allergies aux algues, aux moules, aux crustacés, tout ça. Donc, après, il n'y a pas... oui, si, il y a il y a tout ce qui est en rapport avec le système immunitaire. Et apparemment, il ne faudrait pas utiliser la chlorella. Je dis bien apparemment parce que je n'ai pas d'expérience pratique là-dessus, sur ces questions-là d'immunodéficience et de maladies auto-immunes en rapport avec la chlorella. Apparemment, il faudrait éviter d'utiliser la chlorella chez les patients qui seraient immunodéficients. Dans certaines études, ça montre que ça développe ou ça permet d'augmenter le développement de certaines bactéries au niveau de l'intestin chez les patients qui ont un système immunitaire déficient. Et aussi dans le cas de maladies auto-immunes aussi. Donc là, il faudrait éviter également parce que ça pourrait jouer un rôle stimulant sur le système immunitaire, ce qui n'est pas recherché dans ce genre de maladies auto-immunes. Tu avais parlé donc d'interaction.
L'interaction principale, c'est avec la warfarine, donc le fameux médicament anticoagulant, parce que la chlorella contient des quantités quand même assez importantes de vitamine K. Donc ça, il faudrait prendre le conseil de son médecin avant d'en prendre. Et puis, ça pourrait avoir aussi une interaction avec des médicaments photosensibilisants. Comme je disais avant, parmi les effets secondaires extradigestifs de la chlorella, on a donc cette augmentation de la photosensibilité de la peau et ça risque de produire des brûlures, des cloques, des éruptions cutanées, des choses comme ça. Donc, il faudrait faire attention chez des patients qui sont des personnes qui sont naturellement sensibles aux rayons solaires et aussi chez des patients qui prennent déjà des médicaments photosensibilisants. Donc là, il faudrait prendre des précautions, voire éviter d'en prendre. Et en tout cas, dans tous les cas, prendre le conseil auprès de son médecin ou de son thérapeute ou de son pharmacien, c'est important. Alors, 2 algues de nom chlorella spiruline, la différence entre les deux? Ah oui, c'est vrai. Enfin, il y a quand même on peut penser qu'il n'y a pas vraiment de différence. Bon, il y a des différences en termes de, si on rentre dans le débat de la spiruline et la chlorella appartiennent à des espèces différentes, etc. C'est toujours des algues, mais la spiruline, par exemple, c'est une algue bleue, alors que c'est tiré d'une algue bleue, parce que la spiruline, c'est pas exactement ça. C'est tiré d'une algue bleue, c'est un extrait d'algue bleue de cyanobactéries, alors que la chlorella, c'est plus une algue verte. Mais au niveau de ces différences-là, OK, on a des différences en termes maintenant de ce qui nous intéresse, qui est l'aspect fonctionnel en fait, et pratique. On a quand même certaines différences. Donc la chlorella peut être plus calorique et peut contenir plus de graisse que la spiruline. Ça peut contenir peut-être certains nutriments qui peuvent être un peu plus élevés dans la chlorella que dans la spiruline, mais la spiruline aussi contient beaucoup de nutriments qui sont plus titrés que dans la chlorella. Donc, mis à part, par exemple, le bêta-carotène, provitamine A, le fer et le zinc, parfois le magnésium en fonction des différents types de provenance de chlorella. Ceux-là sont, on va dire, ceux qui pourraient être plus élevés dans le cas de la chlorella que dans le cas de la spiruline, mais le reste des nutriments est plus élevé dans le cas de la spiruline que dans le cas de la chlorella. Bien sûr, toute proportion gardée, comme je disais, par rapport aux espèces, par rapport à la provenance de la matière première, etc. Donc, c'est des choses à considérer aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme différence? La chlorella peut contenir aussi plus d'oméga 3. La spiruline peut contenir plus d'oméga 6. Par contre, la spiruline peut contenir plus de protéines. Mais globalement, si on voudrait faire une comparaison sur le plan de l'apport nutritionnel et micronutritionnel, globalement, la spiruline pourrait être considérée comme ayant un apport nutritionnel et micronutritionnel supérieur à celui de la chlorella. Encore une fois, on peut très bien trouver une chlorella qui soit meilleure que la spiruline et vice-versa, mais quand on prend tout ça en considération, la spiruline est globalement meilleure que la chlorella. Et donc, on peut considérer que la spiruline soit plus orientée pour tout ce qui est apport micronutritionnel, y compris les acides aminés et tout ça. Bien qu'on peut les avoir aussi dans la chlorella, comme j'ai dit. Par contre, la chlorella serait dans ce cas plus adaptée pour la chélation. Donc, la chlorella serait plus adaptée pour la chélation et pour la protection, on va dire, du foie principalement et d'autres organes contre ces effets toxiques pas uniquement les métaux lourds, mais métaux toxiques au sens général et aussi certains autres composants ou xénobiotiques qui pourraient être toxiques aussi. Donc, je dirais que ce sont les principales différences entre chlorella et spiruline sur le plan application, sur le plan pratique.
Voilà, alors merci d'abord pour toutes ces explications. Je regarde si nous avons des questions et ma foi, nous n'en avons pas. Juste alors, je vais juste faire la parenthèse juste pour vous dire que tant la chlorella que la spiruline, vous la retrouvez chez Nutrilogix et son laboratoire NRD, toujours sans excipient, bien évidemment. Le mieux dosé possible, mais ça, chacun vous dira la même chose. Mais voilà, vous le retrouvez en tout cas chez nous sans excipient. Ça ressemble à cette petite boîte-ci. Et sachez que cette petite boîte-ci, une fois que vous l'avez terminée, vous pouvez la mettre en terre avec une plante. C'est du 100% biodégradable. Parce que ça aussi, c'est important de faire du bien aux personnes, aux patients et ne surtout pas nuire à la planète. Donc voilà, merci Amine pour toutes ces explications. Au revoir à tous et à toutes. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de tous ceux que vous aimez. À très bientôt. Salut Amine. Merci à tout le monde et salut, à la prochaine alors. Salut.